Inquiétude dans la Transat. Les radioamateurs à l'écoute pour retrouver Alain Colas. Fin du congrès de la CGT, Georges Ségui, réélu, lance un nouvel appel à l'unité syndicale. Le patronat et la formation professionnelle, elle doit être une passerelle entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. Messieurs, bonsoir. Jusqu'alors, nous avions essayé de ne pas trop montrer notre inquiétude à propos du sort d'Alain Colas, qui n'est toujours pas arrivé à Pointe-à-Pitre, mais cette fois, disons-le, on a vraiment peur pour lui. Le Breguet Atlantique de la Marine nationale est revenu bredouille de sa mission la nuit dernière. Joël Charpentier, le Trégastellois, qui est arrivé 5e hier et qui avait une journée de retard sur Colas, lors du dernier pointage il y a 2 semaines, a confronté son journal de bord avec celui de Michel Manidowski. Lui aussi avait un peu de retard sur Colas et ils avaient choisi la même route. Eh bien, une certitude, il est arrivé quelque chose, et peut-être quelque chose de grave. Tous les radioamateurs sont d'ailleurs mobilisés depuis quelques heures pour essayer de retrouver le navigateur, en tout cas pour essayer de percevoir la moindre tentative de liaison radio. Est-ce que vous pourriez, sur certaines fréquences, capter les radios des bateaux sur la route du Rhum, celle d'Alain Colas par exemple? Oui, aujourd'hui, à titre exceptionnel, nous avons le droit d'écouter les fréquences autres que celles qui sont radioamateurs, compte tenu des circonstances peu exceptionnelles, et disons, on peut effectivement aujourd'hui... Et vous avez reçu quelles instructions? Uniquement d'écouter, de noter le nom du bateau, les coordonnées géographiques de ce bateau, et de retransmettre toutes ces informations aux stations côtières officielles qui, eux, sont chargées de faire les recherches. Après le repérage, c'est maintenant la recherche. Le Breguet Atlantique de la Marine nationale, qui avait été utilisé jusqu'ici pour des missions de repérage des concurrents de tête, vient de recevoir la consigne de fouiller l'Atlantique à la recherche des solitaires dont on est sans nouvelles. Cette première mission de sécurité et de sauvetage a été effectuée hier au large de l'îlot de Cocoa, où s'était échoué gouvernail cassé, le trimaran VSD. Pendant 2 heures, le Breguet Atlantique a survolé l'épave endommagée du voilier, jusqu'à ce qu'un petit canot à moteur, intrigué par le manège de cet avion, se porte au secours d'Eugène Réguidel, qui a été recueilli sain et sauf. Cette mission accomplie, le Breguet a survolé pendant toute la journée la zone dans laquelle sont supposés naviguer les voiliers de cette transat. Aujourd'hui, un autre Breguet Atlantique, parti des Açores, survole lui aussi les routes de la course. Mais malgré les instruments les plus perfectionnés dont se sert la Marine nationale, il faut bien reconnaître que sa tâche n'est pas facile. Chercher un voilier dont on ne connaît pas la position depuis longtemps, c'est presque aussi difficile que de chercher une aiguille dans une botte de foin. Et c'est le cas précisément de Manureva, le voilier d'Alain Colas dont on a perdu la trace depuis 15 jours. Sa famille inquiète est intervenue pour que des recherches approfondies soient entreprises. Force est de reconnaître ce soir qu'elles n'ont pas abouti, ce qui commence à devenir inquiétant. Mais les solitaires qui sont déjà arrivés à Pointe-à-Pitre refusent de croire à la catastrophe et préfèrent penser que Alain Colas, victime d'un ennui d'ordre technique, rallie Pointe-à-Pitre avec des moyens de fortune. Et que dans ces conditions, le retard est tout à fait explicable. Oui, Alain Colas n'est pas le seul navigateur dont on est sans nouvelles, c'est aussi le cas du Guadeloupéen Jacques Palacé et d'un certain nombre de concurrents. Tout à l'heure, Jacques Timsit a pris la 6e place devant Philippe Poupon à bord du vieux Penwick 3 d'Éric Tabarly. Florence Artaud, elle, la première femme donc concurrente, devrait arriver dans les heures qui viennent. Deuxième incertitude ce soir, dans l'actualité, la santé du président Boumedienne. Toujours le silence à Alger depuis le bulletin de santé plutôt optimiste dimanche. Plus rien d'officiel en tout cas, simplement cette information que je vous donnais hier, la présence non pas d'un, mais de 2 caillots de sang. Visiblement, le président algérien est inopérable, il est dans un état de coma profond, peut-être même de coma dépassé. Alors se pose maintenant bien sûr le problème de l'acharnement thérapeutique et on a bien sûr envie de vous poser un certain nombre de questions, Martina Regnault. Alors tout d'abord, première question, 60 médecins autour d'un seul malade, est-ce bien utile? Utile, sûrement pas, d'après ce que disent les médecins français que j'ai interrogés, mais 60 médecins ajoutés de 13 nationalités différentes qui ne parlent pas la même langue. Alors, pour la thérapeutique, sûrement pas, pour la politique, je ne sais pas, et il faut parfois ménager les deux quand il s'agit d'un chef d'État. En réalité, on me dit qu'un très bon réanimateur polyvalent, qui surveille toutes les défaillances rénales, respiratoires,
cérébrale et qui aide une autre équipe à rechercher la cause de tout ce mot est largement suffisante. Et même à Alger, il paraîtrait qu'il y a de très bons réanimateurs. Alors disons-le, on n'a pas de bulletin de santé quotidien, on ne sait donc pas trop ce qu'a le président Boumedienne. Alors il faut être très prudent, effectivement. Nous vivons avec des rumeurs, des hypothèses parfois contradictoires. Je n'ai vu ni M. Boumedienne ni ses 60 médecins, donc nous parlons avec des hypothèses. Le problème numéro 1, c'est bien sûr le cerveau, puisque c'est l'un des premiers touchés. 13 milliards de cellules nerveuses, de neurones sont dans notre tête. Nous en perdons nous-mêmes chaque jour. Mais lorsqu'une hémorragie cérébrale et un caillot se forment, nous en perdons en masse. Et c'est irréversible puisque les cellules ne se refont pas et ne se multiplient pas. Néanmoins, dire qu'il s'agit de coma dépassé ou même de coma chronique, ça n'est pas sûr. Nous manquons d'informations. Il pourrait très bien sortir de son coma. Personne ne veut se prononcer en l'absence d'informations. Un coma chronique au bout de plusieurs mois. Mais si, comme on le dit, il est en coma dépassé, c'est-à-dire que son électroencéphalogramme est totalement plat, ça ne devrait pas dépasser 3 jours. Alors se pose maintenant le problème de l'acharnement thérapeutique. Oui, c'est un phénomène qu'on a connu avec Franco, bien sûr, le général Franco, et qui pose bien des problèmes, mais les médecins, là aussi, vous diront qu'en réalité, ils n'abandonnent après plusieurs jours que 5 à 10% des cas les plus désespérés, et que quand il s'agit d'un chef d'État, on pourrait tellement être accusé de ne pas avoir fait l'impossible qu'il faut aussi les comprendre de ce côté-là sur le plan thérapeutique. Alors deuxième question, toujours à propos du chef d'État, celle du secret médical. Ah oui, alors là, le secret médical, c'est un éternel problème, et là, je me référerai au président Pompidou aussi. On a voulu savoir de quoi il était atteint, savoir si c'était compatible avec le pouvoir. C'est un éternel problème, on ne peut pas le lever seulement pour les chefs d'État, c'est aussi pour les commandants de bord et peut-être aussi pour le présentateur du journal. Disons simplement qu'on souhaiterait de temps en temps qu'un chef d'État ait droit, comme premier employé de l'État, à un arrêt de travail pour maladie. Nicolae Ceausescu persiste et signe. Le chef de l'État roumain a réaffirmé avec vigueur ce qui l'opposait et ce qui l'unissait aux autres pays socialistes à l'occasion du 60e anniversaire de la création de l'État national roumain. Anwar el-Sadat n'ira pas à Oslo le 10 décembre pour la remise de son prix et pourtant il l'avait laissé entendre, souvenez-vous, il y a quelques semaines lorsqu'il avait téléphoné au co-lauréat Menachem Begin. Anwar el-Sadat se fera représenter par son assistant. Et Jimmy Carter s'est dit mécontent, déçu et quelque peu découragé des retards pris par les négociations israélo-égyptiennes. Une dernière minute à propos de l'étranger, des coups de feu en Iran, coups de feu près de l'ambassade de Grande-Bretagne et dans le centre de la ville de Téhéran avec une manifestation à la clé. En France maintenant, d'abord cet emprunt de 5 milliards qui sera lancé le 12 décembre, ce sera le 4e emprunt depuis le début de l'année. Caractéristique identique au précédent, sauf pour le taux qui est ramené de 9,45% à 8,80%. Cet appel à l'épargne est destiné à compenser le déficit général, déficit, vous le savez, qui n'a cessé de s'accroître depuis plusieurs années. Des chiffres encore, 2,25 milliards, c'est l'enveloppe que le gouvernement a décidé de consacrer à la réalisation d'un plan quinquennal pour informatiser le pays. L'informatique, nous vous l'avons souvent répété, Antenne 2 depuis septembre, ce sera la grande affaire des années à venir. On imagine mal l'importance que va prendre la télématique dans ses applications les plus concrètes. Simon Nora et Alain Minc avaient contribué à alerter l'opinion en présentant un rapport rédigé à la demande du gouvernement. Aujourd'hui donc, le gouvernement veut lui donner des applications immédiates. Il faut faire de la France une société informatisée. Le Japon, les États-Unis ont ouvert une voie dans laquelle le gouvernement veut maintenant nous faire avancer. Voilà pour l'objectif, reste le programme d'action. Alors il y a 2 axes essentiels. D'abord la formation et l'enseignement. Ensuite la diffusion des applications de l'informatique. Pour le premier point, c'est dans la rue qu'il faut faire descendre l'ordinateur, c'est-à-dire d'abord à l'école, aussi bien dans le secondaire que dans l'enseignement supérieur, et ceci par l'installation de petits ordinateurs. Quant à la diffusion des applications de l'informatique, elle devra se faire dans plusieurs grands domaines, notamment dans l'industrie et aussi dans les petites et moyennes entreprises. Une agence dépendant du ministère de l'Industrie sera chargée de coordonner les actions de l'État et de répartir les crédits nécessaires. Les sectes religieuses en accusation à l'Assemblée nationale, Alain Vivien, député socialiste, a dénoncé la prolifération de ces sectes. Il dit avoir été menacé par certains de leurs membres, de même d'ailleurs qu'un autre parlementaire, Emmanuel Hamel. Christian Bonnet, le ministre de l'Intérieur, est favorable à une mission d'information sur ces sectes.
Fin du congrès de la CGT, fin en chanson. Il paraît que Georges Segui a entonné Montagne-Pyrénées avec sa femme et que Henri Krasuki lui a poussé la chansonnette sur À la Bastille. Alors tout cela ne se passait ni dans les Pyrénées ni à Paris mais à Grenoble où plus sérieusement Georges Segui a été réélu secrétaire général. Le nombre de secrétaires confédéraux-socialistes est porté de 1 à 2. Bilan de ce congrès, Jacques Merlino. Après 6 longues journées de débats et de votes, la CGT offre effectivement un nouveau visage. Dans un climat détendu, elle a fait l'apprentissage de la discussion et de la critique. Et puis, elle a un peu plus ouverte ses instances dirigeantes au courant de pensée autre que communiste, puisque maintenant, 7 socialistes contre 4 auparavant siègent à la commission exécutive. C'est donc une victoire pour Georges Segui qui avait lancé ce pari de l'ouverture. Une ouverture qui toutefois est loin d'être une révolution. Les différents rapports soumis au vote ont été votés à la quasi-unanimité et les points chauds de la discussion, comme le cumul des mandats syndicalistes et politiques ou la critique de l'engagement de la CGT lors de la dernière campagne électorale, n'ont pas donné lieu à une véritable remise en cause. La CGT est-elle devenue plus indépendante? Le véritable test interviendra dans les prochains mois lors des élections européennes et l'on verra alors si l'engagement pris ici de rester hors de cette campagne sera tenu. Et puis, il reste surtout le sentiment que, ayant remis sa montre à l'heure, la CGT semble désireuse de retrouver le chemin de la négociation et de la politique contractuelle. Après le recentrage de la CFDT, c'est bien un recadrage syndical CGT auquel on a assisté durant ce congrès. Eh bien, la CFDT a dit qu'elle examinerait avec sérieux et attention les débats de ce congrès de la CGT. Edmond Maire a par ailleurs relancé la négociation sur le temps de travail en écrivant au patronat et aux autres syndicats et en faisant de nouvelles propositions. Des propositions plus souples qui vont peut-être permettre une issue positive à la prochaine rencontre sur ce problème mardi prochain. En attendant d'examiner ces propositions, le CNPF s'est penché pendant 2 jours à Deauville sur la formation permanente devant 800 chefs d'entreprise. En schématisant, je dirais que c'est une formule que le patronat préfère à l'indemnisation à fonds perdu des chômeurs. Et François Sérac a proposé 2 solutions nouvelles, à la fois pour les jeunes et pour les plus de 50 ans. La nouveauté pour les jeunes, c'est la formation alternée. Le patron prend la relève de l'enseignant. Pendant 2 ans, le jeune travailleur fait une sorte de va-et-vient entre l'entreprise qu'il emploie et l'école. Le CNPF propose de partager les frais avec l'État. Autre proposition nouvelle pour une meilleure réinsertion des chômeurs de plus de 50 ans. On proposerait à ces chômeurs un nouvel emploi, même de courte durée, dans une entreprise couplée avec un enseignement, une formation. Le salaire serait payé par le patron et les charges sociales seraient payées par l'État. Le CNPF parie sur le fait que cet emploi, d'une durée limitée au départ, deviendrait ensuite très rapidement permanent. Ce sont des mesures qui nous paraissent importantes et efficaces parce que même dans une situation difficile de l'emploi comme celle que vous évoquez, elles peuvent être utiles et immédiatement utiles. Immédiatement utiles pour les jeunes et immédiatement utiles pour les chômeurs de plus de 50 ans. Et je crois qu'il faut regarder les choses comme elles sont. Si on peut être aujourd'hui utile, il faut l'être, même si ça ne résout pas complètement le problème du chômage. Des sanctions seront prises contre les boulangers qui s'entendent pour pratiquer des prix identiques, par exemple en vendant tous la baguette à 1,40 €, comme dans les Alpes-Maritimes. C'est ce qu'a annoncé René Monory, le ministre de l'économie, en présentant le rapport annuel de la Commission de la concurrence. Manu France, réunion du comité d'entreprise et des syndicats. Aujourd'hui, il demande une table ronde pour examiner les formules qui permettraient de sauver l'entreprise sans licencier un seul salarié de Manu France. Avec Pierre-Marie Thiaville maintenant, les autres conflits du moment. À l'usine de Rive-de-Gier, le PDG du groupe Creusot-Loire a confirmé les craintes émises ces derniers jours par les syndicats concernant l'imminence d'un licenciement massif. On parle d'un chiffre entre 500 et 800 personnes et d'une date à partir du 15 décembre. La réplique des syndicats a été immédiate et divers débrayages ont eu lieu aujourd'hui dans les usines du groupe. Situation très tendue également dans le Haut-Rhin, aux mines de potasse d'Alsace, où le conflit s'éternise depuis plus de 7 semaines par grève tournante d'un puits à l'autre et concerne 6300 mineurs. La direction considère les négociations comme closes. FO et la CGC ne paraissent pas disposés à poursuivre le mouvement. Mais cet affaiblissement apparent de l'intersyndicale débouche en fait sur un durcissement, la CGT et la CFDT ayant répliqué aujourd'hui par la mise en place de piquets de grève. Le mouvement va entrer dans son 3e mois. Les marcheurs venus du Larzac, dans l'espoir d'exposer leurs problèmes au président de la République lui-même, seront demain devant Paris. 20 d'entre eux ont fait l'ensemble de la route 700 km, soutenus matériellement en chemin par toutes les FDSEA des départements traversés.
Ce soir, étape à Ivry, demain à 14 h, arrivée à la porte d'Orléans où l'interdiction officielle et vraisemblablement des forces de police les empêcheront de pénétrer dans Paris. J'ajoute que de l'autre côté du Rhin, le ton s'est nettement durci dans l'industrie de la sidérurgie. Pour la 5e journée consécutive, le patronat ouest-allemand a fait jouer le lockout et l'a étendu à 3 à 8 même très grosses entreprises en grève. Distribution des prix à l'Elysée aujourd'hui, le chef de l'État, soulignant l'importance des métiers d'art dans la société moderne, récompensait les 2 lauréats pour 78 du Grand Prix du Président de la République, une restauratrice de tissus anciens et un fondeur d'art. Il me paraît en effet essentiel, et ceci répond à une inspiration de notre époque, qu'en face de la production de masse, production que nous savons de mieux en mieux organisée, mais qui porte en elle le danger de l'uniformisation des goûts et des habitudes, il importe que soit préservé un secteur où s'épanouissent la création individuelle et l'exigence la plus complète de la perfection. L'émission C'est la vie de Noël Mamère rendra d'ailleurs hommage aux métiers d'art dans une série de reportages réalisés par Alain Valentini, diffusée dans 10 jours et pendant 2 semaines. Premier portrait de la série, Monsieur Tino, le propre fils du lauréat, fondeur d'art comme son père avec qui il travaille. C'est la fin de l'opération de coulage. Nous avons sorti le creuset avec le métal en fusion environ à 1220 à 1250 degrés. Et nous avons rempli les moules de métal. L'autre aussi ? Non, 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 il n'y est pas. C'est fini. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre quelques minutes que le métal se fige et nous allons procéder à l'opération de démoulage. On ouvre les moules qui viennent d'être coulés il y a 10 minutes, un quart d'heure, et on sort les pièces brutes de fonte. Allez. La médaille sortie du moule, il s'agit maintenant de détourer son alimentation à la scie. On découpe le tour de la médaille et il restera ensuite à la patiner, c'est-à-dire lui donner une couleur appropriée à sa sculpture. La médaille n'est pas notre seule activité. Nous faisons aussi des réalisations de sculptures, dont la menthe religieuse de Germaine Richer, une pièce qui demande quand même beaucoup de travail et beaucoup de soins. Des pièces de M. Gilioli, des Richier, des Vléric, et tout un ensemble de sculptures que vous voyez exposées ici. Et il faudrait pouvoir éduquer des jeunes pour remonter ce métier qui est en train de disparaître. Réunion spéciale de la commission de révision pour se prononcer sur le cas Youssef Kismoun, condamné, vous le savez, à 20 ans de réclusion pour un crime qu'il affirme ne pas avoir commis. Cette commission n'a qu'un pouvoir consultatif, il appartiendra au garde des Sceaux de décider ou non la révision du procès. Il se pourrait que la décision d'Alain Peyrefitte soit connue au début de la semaine prochaine. Embouteillage au pied de la Tour Eiffel cet après-midi. Une centaine de voitures spécialement équipées pour participer à la lutte contre la lèpre étaient distribuées aux ambassadeurs de 9 pays africains. Un très beau geste de la fondation Raoul Follereau, celui que l'on appelait le père des lépreux, et à qui Jean Toula vient de consacrer un livre. Un sondage Jeune Afrique, Louis Harris, comment les Français d'aujourd'hui jugent la décolonisation. Eh bien, pour un Français sur 2 et une très large majorité de jeunes, la colonisation s'est plutôt mal passée. 39% des personnes interrogées estiment que la situation est moins bonne dans les pays africains depuis leur indépendance. Et dans ce même numéro de Jeune Afrique, une interview de Valéry Giscard d'Estaing avec cette petite phrase: l'Afrique devra être présente au rendez-vous du 3e millénaire.
Récompense des bons élèves, décidément nous y restons, avec cet après-midi la remise des bourses de la Fondation de la Vocation, la 19e du nom. La promotion 78 est patronnée cette année par Madame Simone Veil, le ministre de la Santé. Depuis près de 20 ans, 500 jeunes gens ont pu réaliser leurs rêves grâce à la Fondation de la Vocation. 26 dossiers ont été retenus par le jury de cette 19e promotion de la Fondation, la promotion Bernard Alperne. Les lauréats, 18 hommes, 8 femmes, ont reçu chacun un chèque coup de pouce de 12 000 francs qui leur permettra peut-être de réaliser une vocation souvent contrariée au départ. 26 lauréats, dont le plus surprenant est Françoise Turban, professeur de lettres devenu maçon, mais en tout, c'est 3 000 dossiers qui ont été déposés à la Fondation, ce qui laisse à penser qu'au moins en ce domaine, il n'y a pas chez les jeunes de crise de la vocation. Le mot vocation signifie qu'on a vraiment quelque chose à dire et qu'on a un feu intérieur, une volonté de faire quelque chose et d'arriver par soi-même. C'est un privilège d'avoir une vocation. Bien, on est avec. Je ne peux pas dire que tout le monde a une vocation, c'est même, vous savez, assez exceptionnel. Je connais très bien la jeunesse actuelle parce que je la vois tous les ans et dans un métier comme le nôtre, étant donné mon rôle de président, je suis sollicité d'une façon extraordinaire par les jeunes. Je vois même des jeunes sortant des grandes écoles comme normale supérieure revenir à un travail différent. Je vois, on a tellement poussé le diplôme, quel qu'il soit, à comment dirais-je, comme un passeport, que maintenant je considère que en certains cas, c'est un passeport sans destination. Et vous en faites des malheureux, alors que ces jeunes, alors au lieu d'aller jusqu'au bout d'un métier qu'ils ne connaissent pas, en plus, alors c'est une méconnaissance totale de l'entreprise, que le métier manuel est un métier merveilleux quand on peut le pratiquer, que je suis le premier à pousser parmi les candidats, tous les candidats qui sont artisans. Pour moi, les artisans, c'est quelque chose d'exceptionnel en France, parce que nous avons certainement la main-d'œuvre la plus intelligente du monde. Oui, vous retrouverez l'une de ces lauréates demain à samedi et demi, on vous l'a dit. Elle est devenue ouvrier maçon et c'est plutôt rare. Titre du magazine de Paul Lefebvre, les femmes qui ont réussi en 78. Vendredi, soirée littéraire avec apostrophe, vous le savez, mais tout de suite l'Étoile rose de Dominique Fernandez. À 49 ans, ce professeur de littérature italienne est déjà l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages. Jusqu'à présent, il travaillait sans bruit, mais son dernier livre risque fort de le jeter en pleine lumière. Son titre, l'homosexualité. On en parle rarement, ce qui aboutit pour les intéressés à une solitude qui confirme parfois à une mise au ban dans la société. L'Étoile rose, c'est le triangle rose que les nazis épinglaient sur les vêtements des homosexuels dans les camps d'extermination. Dans son roman, Dominique Fernandez décrit le ghetto dans lequel sont enfermés les homosexuels. Profondément artiste, mélomane, il trouve dans les voix androgynes des collèges anglais le refus d'un monde qui divise et qui cloisonne. Proust, Genet ou Monterland nous livraient des expériences tragiques ou honteuses. Dominique Fernandez, lui, fait un plaidoyer pour la liberté. C'est la première fois qu'un professeur d'université se déclare ouvertement homosexuel. L'action du livre se situe entre 1943 et 1978. David, le héros narrateur, raconte la vie des homosexuels en province, les rencontres anonymes, la solitude, la honte, la méchanceté aussi. Dans le milieu parisien et intellectuel, il y a une certaine liberté. Mais dès que vous sortez du milieu intellectuel, si vous allez chez les ouvriers de Renault, si vous allez dans le monde des affaires, dans le monde de la politique, ou si vous sortez de Paris, et à mesure que vous allez dans les villes de plus en plus petites, vous trouvez l'hostilité et le refus total. Et cette hostilité se manifeste comment? Mais ça peut aller de du ricanement à la brimade, si vous travaillez dans un bureau, si vous êtes employé de poste par exemple, au licenciement. Vous pouvez perdre votre emploi si vous êtes dans l'enseignement. On ne vous dira pas la raison peut-être exacte, mais on trouvera un prétexte. On peut se faire même chasser de son logement, il y a des cas qui sont arrivés. Le racisme anti-homosexuel se rattache au racisme général des Français. La société française est extrêmement raciste, conformiste. Vous le voyez tous les jours, que ce soit à l'égard des homosexuels, ou des juifs, ou des arabes, ou des travailleurs immigrés, ou de tout ce qui ne ressemble pas à la masse, tout ce qui est différent. Et c'est pour ça, moi, je me bats, non pas seulement pour l'homosexualité, mais pour le droit de toutes les minorités à être elles-mêmes, pour que chacun, à condition de ne pas nuire aux voisins, évidemment, puisse être lui-même librement. L'écriture de Dominique Fernandez n'est jamais indécente. Il enregistre au magnétophone tous ses textes et il les corrige après les avoir écoutés.
connaît, qui ne serait pas fâché de nous contraindre à sortir marqué du triangle rose au milieu de la poitrine. De même qu'il forcerait les Juifs, s'ils l'osaient, à se recoudre l'étoile jaune sur le cœur. Tout le monde ne peut pas avoir comme les nègres la couleur de sa peau pour le désigner au mépris. Oui, titre du roman de Dominique Fernandez, donc L'étoile rose. La page de la météo maintenant tend très froid sur l'ensemble du pays. Aujourd'hui, vous l'avez vu, quelques éclaircies sur le midi. Demain, cela va continuer, gelé jusqu'à -10 dans le centre et le nord. Sur l'ouest, un temps plus doux, avec quand même quelques pluies. Dernier rendez-vous avec l'actualité ce soir, le journal de Gérard Rolls, vers 22h40. Au nom de toute l'équipe de la rédaction d'Antenne 2 qui m'a aidé à composer ce journal, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et j'aurai plaisir à vous retrouver lundi.